politique d'origine, personne n'est parfait, mais je me soigne. C'est-à-dire que depuis quelque temps, je continue à faire un peu d'analyse politique. J'ai une chronique sur le site slate.fr. Mais l'essentiel de mon activité est plutôt de faire une exploration de terrain de la société française. J'avais eu une envie personnelle il y a quelques années, liée à un certain ras-le-bol du microcosme. Bon, je journaliste politique depuis 30 ans, je connais un petit peu la chanson, je connais les acteurs, les pièces ne me semblent pas forcément de qualité croissante. Et donc j'avais envie de prendre l'air, de me balader dans ce beau pays qu'est la France. Et ça avait produit le livre Voyage en France, Voyage au pluriel, qui à ma grande surprise a eu un certain succès. C'était mon 8e livre et c'est le mieux ou le moins mal vendu. Et c'était une rencontre à la rencontre de gens très variés. Des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des ouvriers, des curés, des ornithologues. Et bon, depuis, j'ai poursuivi un petit peu dans cette veine. J'avais publié un livre alors qui a eu beaucoup moins de succès, parce que comme ça semblait être un livre politique. Donc La Victoire empoisonnée, le livre pour lequel j'ai été invité ce soir, donc, qui était la campagne présidentielle de 2012, vue à la fois du terrain et du côté des politiques. Donc on passe d'un déjeuner avec Hollande, que je connais par cœur, puisqu'on est un peu de la même génération depuis Sciences Po, à des rencontres de terrain avec des militants du Front National de l'Oise, des rencontres avec des alternatifs dans les Cévennes, des choses comme ça. Et ça a moins marché, parce que dès qu'on fait un livre qui semble avoir un affichage politique, apparemment, ça intéresse moins les gens. Voilà. Alors, je veux commencer la présentation, suffit, par remercier de votre invitation, Steven, notamment parce que, justement, il a été une des personnes qui m'a aidé dans ce livre La Victoire empoisonnée. On reviendra sur le titre audacieux, puisque le principe était de rencontrer aussi des électeurs divers et variés, de leur faire parler de politique. Donc c'est ce qui fait que je suis allé à Franconville en tout début 2012, je crois, et j'ai rencontré, pas grand monde, mais en dehors de lui, j'ai rencontré le gérant du Franprix, c'est ça? Oui. Et on m'a dit que là, qui vient de fermer. J'espère que la personne très sympathique que j'avais rencontrée trouve à se remettre sur pied. Et puis, dans un bar, on avait eu une discussion très intéressante avec deux personnes dites issues de la diversité, dans le jargon officiel, et avec toutes les contradictions. C'était typiquement le genre de rencontre qui me semble éclairer la façon dont les gens voient la société et la politique. Voilà, donc je suis très content de revenir sur les lieux, non pas de mes crimes, mais en tout cas de petite partie d'enquête, même si là je n'étais pas resté longtemps, je restais une demi-journée. Voilà. Alors on n'est pas très nombreux, ce qui a l'avantage de permettre de vraies discussions sans doute, alors que parfois, vous savez, il y a une salle, on va donner la parole à la salle, alors il y a 2-3 types qui généralement sont les plus zébrés, qui prennent la parole pour dire des trucs sans intérêt, et puis la tribune fait semblant de les écouter avec une démagogie hors pair. Bon, là, nous allons pouvoir échapper à ce genre de caricature. Donc je vais vous gratifier néanmoins d'une petite introduction, sinon ça ne fait pas sérieux. Donc La Victoire empoisonnée. Pour ceux qui n'ont pas vu le livre, j'en ai mis un exemplaire. Alors vous imaginez bien que quand j'ai proposé ça à l'éditeur, c'était un peu... Surtout que ça, vous savez, les titres, ça ne se prépare pas la veille de la parution. Le livre est paru le 10 mai, l'élection c'était le 8 mai,
Et moi j'étais convaincu, mais alors à 100%, on pourra y revenir dans la discussion, que Hollande allait être élu, plutôt que Sarkozy allait être battu. Mais enfin, ça revenait au même au bout d'un moment. Et donc, je misais tout là-dessus. Hollande aurait été battu, tout mon manuscrit passé à la trappe. C'est pas grave, je suis un peu joueur. De toute façon, je pense que là, le jeu était peu risqué. Mais le titre, quand même, dire la victoire empoisonnée, c'est un peu fort de café. Hein, quand on le décide, donc en 2011, hein, à l'automne 2011. Là, l'éditeur m'a fait confiance. Et ce qui m'a étonné, c'est que je me suis dit, quand je sors ça, une fois de plus, j'ai une réputation d'esprit un petit peu indépendant, mais c'est pas toujours un avantage dans ce pays. Et je me suis dit, mais alors mes amis, notamment mes amis socialistes, mes amis de gauche, vont dire quand même, Eric, on sait que tu as la dent dure, mais enfin là, on arrive au pouvoir et tu nous promets une victoire empoisonnée, c'est vraiment pas sympa du tout. À mon grand étonnement, lorsque j'ai publié ce livre, j'ai eu très peu de critiques sur le titre. Il est vrai que j'avais un peu piégé Hollande lui-même, puisque quand j'avais déjeuné avec lui, à la fin, je lui ai dit, écoute, bon, tu vas être élu, mais est-ce que tu ne penses pas que les électeurs vont t'offrir une victoire empoisonnée? Moi, je savais déjà que c'était le titre que j'avais, mais pas lui. Et là, il me répond, toute victoire a sa part de poison, il n'y a pas de victoire dans un contexte idéal. Donc, il valide, en quelque sorte. Là, il tombe dans mon piège, le pauvre. il valide mon titre. Donc, étonné de voir qu'il y avait peu de critiques, parce que je crois que beaucoup de gens à gauche, y compris dirigeants socialistes, et François Hollande lui-même, était totalement conscient à la fois de la gravité de la situation et de la difficulté d'y remédier, enfin de créer une politique qui permette véritablement de résoudre les problèmes. Aujourd'hui, nous sommes un an après, c'est l'objet de cette discussion. Il faut reconnaître que là, pour le coup, ce sera à refaire, je referai ce titre. Là, et là, plus personne ne peut véritablement me le contester. Je dirais même, et je le dis sans plaisir, parce que j'ai milité au Parti Socialiste, je dis parfois avec un peu d'humour que les socialistes actuels me pardonnent du temps où c'était un parti de gauche, dans les années 70, donc ça ne me rajeunit pas. J'ai été au PS de 72 à 1980, on ne peut pas m'accuser d'être un opportuniste, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que je dis sans plaisir, parce que quoi qu'on pense de quelque sensibilité de gauche que l'on soit, de la gauche la plus molle à la gauche la plus dure, quand il y a un échec de la gauche, c'est un échec de toute la gauche. Et donc, les bénéficiaires sont rarement ceux qui étaient d'une sensibilité différente du même camp. Ça, il faut toujours avoir ça à l'esprit, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de tout le monde. Donc je le dis sans plaisir, mais c'est vrai que c'est pire que ce que je pensais. C'est-à-dire que cette victoire empoisonnée, à la fois du point de vue de la gravité de la situation et de la difficulté de mener une politique à la hauteur de la dite situation, j'avoue que moi-même, qui comme beaucoup de Français n'avait pas d'illusions sur François Hollande, sur la gauche et le rapport de force sociale qui existe dans ce pays, je pensais quand même que ça serait un peu mieux. Et c'est vrai que François Hollande et ce gouvernement ont réussi quand même la prouesse de décevoir fortement des Français qui n'avaient pas d'espoir. Parce que dans ce travail-là, de terrain, j'ai interrogé beaucoup de Français. Et à l'époque même, je leur disais, mais qu'est-ce que vous attendez de l'alternance? Ils n'attendaient pas grand-chose. Ils étaient tout à fait conscients des marges de manœuvre étroites, économiques et autres, internationales, européennes. Ils n'attendaient pas grand-chose. Donc, on peut se dire, quand on n'attend pas grand-chose, on n'est pas déçu. On dit, bon, ils ne pouvaient pas nous faire grand-chose, ils n'ont pas fait grand-chose. Et bien, le paradoxe, c'est qu'ils n'attendaient pas grand-chose et ils sont quand même très déçus. Et il faudra peut-être analyser les raisons. Alors, les raisons, je vous soumets trois hypothèses, trois pistes. La première, je pense que la raison est essentielle. Et une critique qui me semble honnête intellectuellement,
c'est qu'on peut reprocher au pouvoir actuel, et au président au premier chef, puisque c'est quand même lui qui est la clé de voûte du système, un manque d'audace, tout simplement. Je donne deux exemples, mais qui ne sont pas des exemples mineurs. La question de la finance et la question de l'Europe. La finance, je ne vous refais pas le film, vous vous souvenez du fameux discours du Bourget, mon ennemi c'est la finance, etc. Je crois d'ailleurs avoir été le seul journaliste politique, ou un des rares, sur le moment à avouer mon scepticisme sur ce discours. Je voyais à quel point il était réussi, c'est-à-dire qu'il impressionnait les journalistes, qui sont souvent assez facilement impressionnables, et l'opinion, mais je voyais, parce que je connais bien Hollande, je voyais la part, je dirais, je ne veux pas de comédie, ça serait méchant, mais disons de mise en scène de ses propos. Donc j'étais un des rares journalistes à dire oui, mais where is the beef, comme disent les Américains, c'est-à-dire qu'on nous dit un truc, des mots très forts sur la symbolique, la gauche française est très forte sur les mots, mais sur les actes, c'est parfois un peu plus compliqué. Et puis qu'est-ce qu'on fait derrière? Et j'étais très frappé par le fait que, donc il y avait ce discours, si on pense, ce que je pense, que ce qui est en cause, c'est pas le capitalisme en tant que tel, c'est le capitalisme financier, tout le monde sait ça, les fonds de pension, le court terme et tout ça. Si on pense que c'est vraiment ce système qui est à l'origine de la crise de 2008, des dettes, etc., bah, il faut s'attaquer au cœur du système. Or, dans les propositions, les fameuses 60 propositions du projet de François Hollande, on ne s'attaquait pas au cœur du système. On proposait simplement, c'était l'engagement numéro 7, de faire une loi de réforme bancaire pour séparer les activités spéculatives des autres, les activités de dépôt et d'investissement. Bon, il n'y avait que ça. Et déjà ça limite la prédation financière. Or, même ça a été raté au sens où, comme vous le savez, il y a une loi bancaire qui a été passée, qui a été édulcorée sous la pression des lobbies bancaires, des lobbies financiers, parce que ces gens-là ont quelques intérêts à faire valoir et quelques moyens de se faire entendre. Et je lisais dans Le Monde de cet après-midi que 2 des principales banques françaises n'auraient même pas créé un compartiment spécial pour leurs activités spéculatives. Ce qui montre bien que là, la loi passe tout à fait à côté de la cible. Or, vous savez que même dans des pays qui ne sont quand même pas des pays antilibéraux possibles comme la Grande-Bretagne, bah, il y a eu des législations d'encadrement de ces activités bancaires qui a été apparemment plus audacieuse. Donc ça, c'est quand même pour le moins décevant. Le deuxième exemple, et là aussi ce n'est pas des petits exemples puisqu'on est au cœur des problèmes, c'est l'Europe. Le fameux engagement de renégociation du traité européen qui avait été négocié en 2011. François Hollande, quand je l'avais rencontré dans ce déjeuner, m'avait laissé entendre que, bon, ce que tout le monde pouvait savoir, un traité, une fois qu'un traité est négocié, ratifié par des États, bon, difficile de dire, écoutez, je viens d'arriver, on va le refaire. À ce moment-là, on ne prend pas des engagements auprès des électeurs. Hein, soit on est dans un principe de réalité, soit on ne l'est pas. Donc, évidemment qu'il n'y a pas eu de renégociation, et la réorientation de la construction européenne a été, pour le moins, verbale. Hein, le fameux pacte de croissance, on en cherche toujours un peu les traductions concrètes. Je reproche à François Hollande, aussi un manque d'audace, de ne pas avoir, malgré tout, la politique, ça existe. Quand on vient d'arriver, on peut taper du poing sur la table, on peut faire un bras de fer avec Angela Merkel. Bon, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'on reviendra sur son tempérament aussi qui est en cause. C'est quelqu'un d'hyper réaliste, qui intègre les rapports de force. Il s'est dit, je n'ai pas le rapport de force, donc je ne le fais pas. Résultat, on reste tout à fait dans les mêmes contraintes et la même épure que celle qui s'imposait à Sarkozy, avec toutes les conséquences macroéconomiques que ça implique, c'est-à-dire qu'on continue à faire de l'austérité, on appelle ça la rigueur, mais ça s'appelle les mots réels, c'est l'austérité, et puis alors on peut se plaindre de la montée du chômage, mais enfin on ne peut pas se plaindre des effets si
continuent à avoir les mêmes causes. Le dernier exemple, c'est sur la morale. Alors là, je suis très déçu et très étonné, parce qu'autant sur les deux premiers plans, la finance et l'Europe, je ne pensais pas que Hollande ferait différemment de ce qu'il a fait, même si sur la finance, il aurait pu, sur cette loi bancaire, être un petit peu plus précis. Mais sur la morale, je pensais, ce qui m'avait beaucoup parlé d'Henri Queuille, hein, le personnage de la 4ème République, qui vaut mieux que sa réputation, et en tout cas qui était un type honnête et très droit dans son comportement. Donc je pensais qu'au moins garantirait-il une morale publique sans contestation possible. En plus, c'est conforme au personnage, c'est pas un flambeur, c'est pas DSK, il a moins de perversité, donc c'était possible. Je ne dis pas qu'il a eu un comportement amoral ou immoral à l'Élysée, je dis simplement que dans l'affaire Cahuzac, il a eu un comportement très très limite. Quand on connaît la biographie de Cahuzac, et Hollande la connaissait, on savait que le type n'était pas très très clair, qu'il avait fait de l'argent avec, en passant d'un cabinet ministériel à du conseil pour des entreprises pharmaceutiques, ce qui est quand même un petit peu borderline. Bon. Donc déjà il y avait une prise de risque. Ce Cahuzac, que je cite beaucoup dans le livre, et avant même toutes ces histoires, je n'étais pas au courant de ses placements à droite et à gauche, ce Cahuzac avait eu un rôle très important dans sa campagne. Il était un petit peu l'inspirateur de cette politique d'austérité dont je viens de parler. Et donc Hollande, en plus le type a du talent, c'est incontestable, donc Hollande lui a délégué en réalité beaucoup d'affaires économiques, hein, Moscovici étant beaucoup moins un travailleur que Cahuzac. Et quand, évidemment, Cahuzac a été exposé, je pense qu'il a tardé excessivement à ôter à opérer, enfin à ôter le kyste. Ce qui fait d'ailleurs que l'affaire n'est pas terminée, que ça peut continuer à le poursuivre un petit peu. Ce qui en termes d'image est catastrophique. Alors ensuite, il tentative de se raccrocher aux branches avec la transparence, avec un discours très dur, why not? Mais, faiblesse, puisque les députés socialistes hurlent, Barthelone avec sa belle maison de Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a de très beaux endroits en Seine-Saint-Denis, hein, on sous-estime les arrondissements, les départements populaires d'Île-de-France, bon, prend la tête de la révolte, et puis on arrive à cette situation incroyable qu'on promet la transparence totale, et puis on passe une loi où les élus sont obligés de déclarer leur patrimoine, mais si vous le dévoilez dans la presse ou ailleurs, vous êtes passible de peine de prison. Ce qui est une transparence quand même un peu obscure. Et là, je pense qu'il perd sur tous les tableaux, parce que là, les gens se disent, bon alors, ce type, notre président, il est honnête, mais il était avec un coquin. Alors soit il ne le savait pas, ça veut dire que c'est un honnête, soit il le savait, ça veut dire qu'il n'est pas si honnête. Ensuite, on nous promet la transparence et on ne sait pas trop. Donc, je pense qu'on perd sur tous les tableaux. Manque d'audace, manque de courage. La deuxième chose, c'est, alors sur le fond, je dirais en troisième lieu qu'il n'a pas si mal appliqué son programme que ça. Donc là-dessus, il faut être honnête et reconnaître les choses. Mais avant de dire ça, critique qu'on peut faire, c'est un infléchissement libéral pour s'exprimer, ce que je fais toujours de façon modérée, par rapport à sa ligne de campagne. Je suis désolé, mais quand j'ai voté au deuxième tour pour François Hollande, je n'ai pas voté pour le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Je n'ai pas voté pour donner 20 milliards d'euros aux entreprises, sans contrepartie, sans condition. Et vous allez voir, cette affaire, en termes d'opinion, va lui coûter cher. Quand dans quelques temps, on aura des fuites dans la presse sur les chèques qui sont faits à TF1, qui sont faits à des tas de grandes entreprises qui n'ont absolument pas besoin de ça pour
garder des emplois ou éventuellement embaucher, les effets sur l'opinion publique, on dit qu'il n'y a pas d'argent public, vont être assez redoutables. Donc vous connaissez l'histoire, la compétitivité pendant la campagne, on nous disait que c'était un faux problème, François Hollande et les socialistes, peut-être qu'ils exagéraient un petit peu d'ailleurs, hein. Là-dessus je veux bien être un peu libéral. Mais là aussi on est passé d'un extrême à l'autre. Et au bout d'un moment, on découvre que les patrons ne sont pas contents, qu'il faut se réconcilier avec le monde économique au nom de l'emploi, au nom de ce Graal de l'emploi. Et un peu en catastrophe, on bricole ce SIC, ce crédit d'impôt, donc non seulement qu'il y a un coût important, je lisais d'ailleurs récemment que pour les PME, c'était compliqué. L'intérêt d'avoir un système qui est automatique, qui n'est pas conditionnel, c'est que c'est moins une usine à gaz, c'était l'argument. Mais en même temps, apparemment, il faut quand même le demander, etc. Et il y a des tas d'entreprises, de PME, qui y auraient droit et qui, apparemment, ont quelques difficultés à comprendre le mécanisme et l'intérêt d'en profiter. Donc ça, je pense que c'est un coût de finances publiques énorme pour un résultat pour le moins aléatoire. La deuxième chose dans cet infléchissement libéral, c'est le fameux ANI, l'accord national interprofessionnel dit de sécurisation de l'emploi. Parce que ça, c'est des choses lourdes, hein, qui sont des réformes pas radicales, relativement importantes par rapport au marché du travail, à la législation. C'était pas, je veux dire, ce deal n'était pas dans le programme, dans le projet de François Hollande. Le deal dit flexi-sécurité, alors ensuite on peut discuter sur l'équilibre des choses, mais je pense que dans l'état actuel des rapports de force sociaux, c'est-à-dire des rapports de force entre les syndicats et le patronat, cet accord sera beaucoup plus favorable au patronat qu'aux salariés. J'en veux pour preuve d'ailleurs que le patronat a beaucoup plus crié victoire dès le soir de la signature de l'accord interprofessionnel qui a ensuite été ratifié par les parlementaires, ou traduit en termes législatifs, que les syndicats. Le soir même, le MEDEF hurlait victoire, la CFDT a attendu quelques temps pour avoir une réaction positive, mais relativement mesurée. Vous imaginez bien que dans une situation de chômage massif, le chantage à l'emploi va permettre des remises en cause d'avantages sociaux, va permettre des baisses de salaire, va permettre des sacrifices, comme on dit, au nom de l'emploi, qui seront supportés par les salariés. Et je pense que dans quelques mois, quelques temps, lorsqu'on verra ça sur le terrain, cet accord deviendra peut-être assez impopulaire et sera mis au débit du bilan de la gauche. Alors ensuite, chose un peu plus positive, mais troisième et dernier point, mais en même temps balancé sur l'application du programme. Alors contrairement à ce qu'on croit, généralement les électeurs s'imaginent que les hommes politiques ne respectent pas leurs promesses. Là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sarkozy, il avait mené la politique qu'il avait annoncée. Il avait annoncé des cadeaux fiscaux riches, il l'a fait. Il avait annoncé la défiscalisation des heures supplémentaires, il l'a fait. Enfin, des tas de choses. Il a des réformes en matière d'immigration et de sécurité, il les a faites. Il en a fait même beaucoup. Bon, Mitterrand en 81 avait également appliqué beaucoup de mesures de son programme. Chirac en 86, enfin on pourrait multiplier les exemples. Si j'étais méchant, je dirais que ces hommes politiques n'ont pas tellement d'imagination, donc les quelques idées qu'ils ont réussi à avoir quand ils étaient dans l'opposition, ils les mettent en application parce qu'il faut bien faire quelque chose. François Hollande, il applique son programme, en dehors des cas d'infléchissement dont je viens de parler. Il y a une loi sur le logement, l'encadrement des loyers qui vient d'être adoptée en Conseil des ministres, qui est intéressante malgré tout, qui est un progrès. Ça c'était dans ses engagements.
Le mariage homosexuel, ça a été fait. Je ne suis pas sûr que ça change la vie de millions de Français, mais ça a été fait. Ça a peut-être été fait d'ailleurs un peu avec un peu trop de, comment dire, de bruit, et peut-être qu'on aurait pu faire ça un peu plus rapidement, mais enfin, ça a été fait. La BPI, la Banque publique d'investissement, ça a été fait, même si on peut s'interroger sur, sur 15 personnes qui dirigent cette banque populaire, ça c'est un côté bolchevique, une banque publique d'investissement, sur 15 personnes qui la dirigent, il y a 12 énarques. Il y a de quoi devenir un peu bolchevique, parce que je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. D'où le fait que Ségolène, elle n'est pas contente, mais elle est maintenant rarement contente. Hein. Et elle considère, elle n'arrête pas de critiquer le directeur, ce qui n'est pas forcément des conditions optimales de fonctionnement de ce genre d'institution. Mais enfin, elle a été créée. Les emplois jeunes, ils ont été créés. Alors le problème, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas eu beaucoup de succès. Résultat, on a été obligé de modifier la formule et de les ouvrir aux jeunes non qualifiés. Ce qui montre bien que la mesure n'était peut-être pas très bien calibrée. Mesure encore moins bien calibrée, ça a été les contrats de génération. Ça, j'en avais parlé avec Hollande, je lui ai dit, écoute, ça c'est une connerie ton truc. C'est une connerie, mais je sais pourquoi tu le fais, parce que dans la symbolique, évidemment, ça a marché très fort. Parce que ça répondait à deux angoisses, qui est l'angoisse des jeunes qui ont du mal à trouver de l'emploi, et l'angoisse des seniors, comme on dit maintenant, j'en suis un, depuis quelque temps, de le conserver. Sauf que on n'est plus à une époque d'artisanat où c'était le vieux qui apprenait aux jeunes à faire des sabots. Hein. Donc le contrat de génération, c'est quelque chose quand même de caricature. Enfin, en tout cas, ils ont du mal à trouver la formule parce que bon, c'est plus une idée qui est une belle idée, mais il y a des idées qui doivent rester des idées, qu'un projet de politique publique cadré, réfléchi, concret. La réforme fiscale, alors là on entre déjà dans la zone où il y a de l'hésitation. Hein, la grande réforme fiscale, j'ai vu que c'était qui disait ça, il y a un dirigeant socialiste qui a dit récemment, Leroux, qu'il fallait la faire illico presto. J'ai comme un doute. Cela dit, il fallait savoir lire de façon précise le projet de François Hollande. Il était très prudent là-dessus. Il disait fusion CSG IRPP à terme. Le terme, il y a le court terme, il y a le long terme, il y a le très long terme, on ne sait pas trop. Donc il faut voir. Mais on ne peut pas dire qu'il ne respecte pas un programme qui était un programme très mesuré, très timoré. Moi je l'avais dit à l'époque, je ne le dis pas maintenant. Compte tenu de la gravité de la crise, je considère que le projet de François Hollande n'était pas à la hauteur des circonstances. Ça, je l'ai écrit, je suis d'accord ou pas d'accord, enfin, je l'ai dit à cette époque-là. Donc, on est face à un certain nombre de mesures de politique publique qui peuvent être sympathiques, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent améliorer les choses ici et là, mais à mon avis, par rapport à la situation dans son ensemble, qui ne sont pas à la hauteur. Ce qui m'amène à la conclusion, j'avais conclu en me demandant si François Hollande serait un nouveau Queuille ou un nouveau Roosevelt. Pourquoi Queuille? Parce qu'il m'avait beaucoup parlé, quand je l'avais vu, d'Henri Queuille, le petit père Queuille. Visiblement, il est fasciné par ce personnage qui était victime de son physique. Hollande intériorise quand même un complexe sur son physique. Et qui, malgré tout, avait fait un certain nombre de réformes, il avait fait un certain nombre de choses, il avait pris la direction des affaires sous la 4ème République, et déjà dans une situation économique assez déplorable, avec un taux déjà d'endettement important. Et donc, visiblement, il se projette un peu sur ce personnage. Mais le problème de Queuille, c'est que sa principale qualité était une qualité politique au sens politique-politicienne. C'est-à-dire c'était quelqu'un de très habile, quelqu'un de redoutablement compétent en termes de rapport de force, d'ajustement, d'équilibre, de savoir par où on passe. Or, Hollande a ces qualités, indéniablement, sinon il ne serait pas arrivé là où il est. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si en période de crise aiguë, profonde,
Il suffit de trouver à chaque moment la porte de sortie. Il suffit d'être à un point d'équilibre entre des forces antagonistes, ou si la gravité de la crise n'impose pas une prise de risque avec donc une gestion plus audacieuse des équilibres, donc une prise de risque majeure. Et de ce point de vue, entre le début de Hollande et le début de Roosevelt, là maintenant il n'y a plus photo, on ne peut plus s'interroger. François Hollande n'est pas le nouveau Roosevelt. Roosevelt, dans les premières années, dans les premiers mois de son mandat, avait réalisé un nombre de réformes considérables. C'était affronté à des lobbies puissants. Alors que François Hollande compose, on l'a vu pour la finance. Emmanuel Todd, qui est un intellectuel aussi brillant que parfois peu rigoureux, mais le problème c'est que les intellectuels rigoureux sont souvent peu brillants, avait parié sur le hollandisme révolutionnaire. C'était un pari à haut risque. Alors, il l'a perdu. Et d'ailleurs, il le reconnaît maintenant. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. C'est d'avoir à la tête de l'État un homme qui a de très grande qualité, une grande intelligence, qui n'est pas un mou. Ça, c'est une fausse réputation. C'est quelqu'un qui a un caractère très solide. C'est quelqu'un de solide, je le crois vraiment. Mais, et c'est un gros mais, c'est quelqu'un qui me semble être affecté d'un tempérament peu adapté à la période pour deux raisons. Un, c'est un fataliste. C'est-à-dire que c'est un hyper-réaliste au sens, les choses sont comme elles sont. Et donc il se méfie des idées, il se méfie des projets, il se méfie des gens qui... il se méfie des intellectuels, il se méfie de beaucoup de choses, de ce qui bouge. Donc il a un côté Radsock, corésien. Donc il a les pieds sur terre, mais on n'imagine pas, or je pense que ça, chacun est libre de partager ou pas cette analyse, qu'on est dans une période de crise profonde, de mutation, et donc il faut anticiper la mutation, donc il faut de l'imagination. Or là-dessus, son imaginaire est très faible, c'est un imaginaire d'énarque, c'est-à-dire que ce n'est pas un imaginaire. Même s'il y a des énarques qui peuvent avoir à côté de ça un peu d'imagination. Et puis, autre défaut par rapport à la période, non seulement il est fataliste, mais c'est un optimiste congénital. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il a eu une chance énorme dans l'existence. C'est vrai, regardez là où il est arrivé. C'était pas évident, parce que Strauss-Kahn, il aurait très bien pu sauter, si je puis dire, un peu plus tard. Bon. Il a eu une chance énorme et il est convaincu qu'il a le bon Dieu avec lui et qu'il se sortira de toutes les situations et que les choses finissent toujours par s'améliorer après la pluie, le beau temps, après la crise, la croissance. Il est convaincu que la croissance va revenir comme ça. Moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'on est dans un système totalement déséquilibré. On voit d'ailleurs les pays émergents eux-mêmes battre de l'aile, la Chine et l'Inde, qui voient leur taux de croissance régresser de façon considérable, ce qui va avoir des conséquences macroéconomiques sur l'ensemble de la planète, avec des surinvestissements en Chine délirants, ils vont avoir des cracks immobiliers. Bon, sans être catastrophiste, je pense que, peut-être que moi je suis pessimiste par rapport à lui, mais lui est convaincu, quand il dit la courbe du chômage va finir par s'inverser, il le croit un peu. Il le croit un peu. Or, je pense que c'est un raisonnement cyclique, un peu classique, qu'on apprenait à l'ENA dans les années 70, ou les théories des cycles, bon, mais qu'aujourd'hui, hélas, on est dans des dérèglements de nos systèmes économiques qui sont beaucoup plus profonds. Voilà pourquoi je considère vraiment que la victoire était terriblement empoisonnée. Merci.